Quatrième et dernière partie de Sans détour, l'invité Mme Adama Gueye, ancien président du Forum civil, membre fondateur de la plateforme Sénégal Binibog, ancien candidat à malheureux à l'élection présidentielle, dois-je le rappeler, et invité spécial, Mokhtar, que l'on aura tout à l'heure dans la bande-annonce qui nous donnera effectivement son opinion sur ce qu'il pense de tout ce qu'on a dit jusqu'ici. Si vous l'avez entendu, si vous l'avez vu très muet, il sera très bavard tout à l'heure, je vous le concède. Pour vous inviter, madame, pour vous interroger donc, maître, monsieur Amadou Ba, rédacteur en chef du quotidien LAS, madame Safili, directrice du groupe Nexus, et monsieur Baye Makebe Sarr, journaliste à la Gazette. Question sociétale. La première question que je vais poser, maître, porte effectivement sur un problème qui vous est particulier. Vous êtes jumeaux. Oui. Votre sœur jumelle est la femme du grand Serigne de Dakar. Accessoirement. Accessoirement. Non, c'est une plaisanterie. Comment, vous, en tant que jumeaux, vous avez vécu cette gémalité? C'est des séquences. Quand on était petit, je ne pouvais pas la voir. Pourquoi? Je ne sais pas. C'était quelque chose de très conflictuel. Mais après, maintenant, c'est une fusion incroyable. On est pareil. C'est une fusion incroyable. C'est très difficile à expliquer. On dit que les jumeaux, on développe un crypto-langage. Un langage qui leur est propre et qui est absolument inaccessible aux autres. Est-ce que c'est vrai? C'est votre cas? Non, pas vraiment. Je veux dire, on se comprend vite. On se connaît très bien, on se comprend vite. On n'a peut-être pas besoin de se parler pour se comprendre. Mais il n'y a pas un langage spécifique. Ça, c'est un peu la légende. Hein, mais on se comprend très bien. Mais je vous dis, vraiment, on est dans une fusion totale. Bon, il y a quelquefois des clashs. Hein, mais c'est tellement fort que... Vous la consultez souvent sur quel problème? C'est des problèmes de votre vie conjugale ou sur des problèmes politiques, des questions de... Elle me gère. Sur certaines questions, elle qui me gère, sur toutes ces questions sociales, pas la vie conjugale, parce que quand même, j'ai mon autonomie. Vous êtes polygame? Bon, là, l'homme public, je préfère me limiter aux questions liées à l'homme public. Hein? Mais quand je dis elle me gère, vous savez, notre société est très complexe. Il y a tel événement, qu'est-ce qu'il faut faire, comment le faire. Sur ça, elle est extrêmement utile. Je me fie à elle. Quand il y a quelque chose de bas, je lui dis, on fait comment? Elle me dit, il faut faire ça, ça, ça et ça. On a une grande sœur. Et ça se passe très bien. On a besoin de ça. Est-ce que vous aurez eu la même... Elle me surveille aussi. Par contre, sur le plan activité publique comme politique, et sur toutes mes émissions, là, si je dérape, elle m'appelle. Ah, tu ne devais pas dire ça. Attention, la prochaine fois, pour ne pas dire ça. Est-ce que vous aurez la même attitude si vous aviez un jumeau à sa place? Est-ce que ça aurait été la même relation fusionnelle? Ça, je pense, hein, mais bon, c'est difficile à dire parce que, bon, imaginez, mais je pense que ça devrait être pareil. Et peut-être une complexité au quotidien plus grande, parce que si c'était un homme comme moi, peut-être qu'on ne serait plus ensemble quotidiennement. Elle est là, sa famille, à gérer, voilà, quoi. C'est peut-être plus difficile dans ces conditions. Effectivement, être la dame du grand Serigne de Dakar, c'est pas du tout repos. Ah, ça, c'est clair que gérer un grand Serigne de Dakar, ce n'est pas facile. Bien, moi, je vous interroge également sur la question du statut de la ville sainte de Touba. Statut, je question ça compliquée. Est-ce que vous pensez que Touba doit avoir un statut spécial? Écoutez, dans les faits, c'est déjà une réalité. Maintenant, bon, cette question, je l'aborde avec beaucoup d'humilité et sans prétention. Et de prudence. Mais bien sûr, parce que c'est une question très complexe. Très complexe, et je n'ai absolument pas la prétention d'avoir la réponse. Maintenant, je pense que c'est une réalité socio-religieuse indéniable. Mais quand on dit statut spécial, ça a des conséquences. Qu'est-ce qu'on entend par statut spécial? Est-ce que ça veut dire que c'est une forme d'autonomie sociale, religieuse, administrative, etc. Comme le Vatican. Ou est-ce que c'est une autonomie relative? Moi, je pense qu'il faut combiner. Parce qu'il y a une réalité sociale historique qu'on ne peut pas ignorer. C'est évident. C'est la réalité socio-religieuse de Touba. Maintenant, il y a des dimensions que ce cadre de gestion, de gouvernance sociale et religieuse ne peut pas prendre en compte. Toutes les questions liées à la gestion de l'administration, à la gestion de la sécurité, à la gestion des services publics. On ne peut pas les gérer dans ce cadre. Donc il faut trouver une combinaison, un compromis intelligent
permettant de tenir compte de la réalité socio-religieuse, mais aussi des responsabilités de l'État. L'État ne doit pas fuir ses responsabilités. De manière intelligente, l'État doit rencontrer les autorités religieuses, comme dans d'autres cités religieuses. Parce que même on ne le dit pas, mais dans d'autres cités religieuses, il y a aussi une autorité. Quand vous allez à Medina Gounass, il y a quand même une autorité. Quand vous allez à Thion, il y a une autorité. Il faut combiner, il faut de manière intelligente discuter avec ces autorités incontestables pour voir comment, dans un compromis dynamique, prendre en compte la réalité socio-religieuse et la prise en charge des nécessités d'une ville moderne. Parce qu'il y a de l'assainissement à faire, il y a la sécurité à gérer, il y a l'administration à gérer. Voilà, moi, un peu modestement, ce que je pense de cette question de tout. Sophie, sur la question religieuse, toujours. Oui, maître, nous allons poursuivre sur la question religieuse. Au-delà des dimensions politiques, administratives, dans la sociologie sénégalaise, la religion est un déterminant, un structurant de la vie des Sénégalais, du rythme même, quotidien, mensuel, annuel, etc. Et aujourd'hui, des observateurs disent qu'il est le temps de procéder à des réformes de l'organisation de la religion, la gouvernance de la religion, à deux niveaux. Et je voudrais connaître la position éventuelle de Sénégal bi ñu bëgg. L'un, c'est dans le contexte global actuel dominé par le terrorisme. Les confréries sont interpellées pour aider à stabiliser et sécuriser l'environnement national. Quelle devrait être l'articulation entre la gouvernance sur la sociologie par les confréries et l'État voilà, pour la sécurité nationale. Ça, c'est la première dimension. Et la seconde dimension, c'est les enfants dans la sphère familiale. Qu'ils soient éduqués dans les daara, ou qu'ils soient éduqués, on va dire, dans l'école de l'État. Aujourd'hui, 95% d'entre eux sont dits musulmans. Quelle éducation religieuse leur donne-t-on? Quelle culture religieuse leur donne-t-on? Et est-ce que les confréries religieuses et l'État vont s'entendre pour donner en fait une colonne vertébrale à une éducation religieuse qui va d'une part leur donner une identité plus unifiée et d'autre part ne pas les exposer justement à toutes ces sirènes aujourd'hui du terrorisme et du radicalisme? Il va répondre à ces deux questions. Oui. C'est une question très importante que nous avons essayé de prendre en charge dans la définition de la vision de la plateforme Avenir Sénégal. Vous me permettrez de dire cette partie parce que c'est important. Nous disons dans cette vision ceci. Nous reconnaissons la contribution des communautés religieuses à la consolidation de la nation et de la République et leur donnerons toute leur place en tant qu'élément de notre patrimoine social et culturel qui ne saurait être mis en concurrence avec l'État et acteur incontournable dans la promotion du dialogue national et le renforcement de la cohésion sociale et de l'unité nationale. C'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, il faut qu'on vive notre réalité. Nous avons un capital social à gérer. Les confréries en font partie. Je pense qu'aujourd'hui, prétendre organiser la gouvernance des confréries est une initiative périlleuse. Il ne faut pas prétendre repenser la gouvernance des confréries. Mais il faut les laisser s'emparer de l'appareil de l'État, de l'appareil économique. J'en viens. C'est-à-dire les confréries... Est-ce qu'on peut accepter qu'on n'autorise pas l'État à, par exemple, construire des écoles publiques à Touba? Non, j'en arrive. C'est-à-dire que je dis qu'il est périlleux de vouloir changer la gouvernance des confréries. Je parle des confréries. Les confréries ont leurs propres règles de gouvernance. Il faut respecter leurs règles de gouvernance et leur autonomie. Tant que ça n'empiète pas sur l'État. Je le disais tout à l'heure quand je répondais à votre question sur le statut de Touba. Il faut une démarche intelligente de compromis dynamique dans le partage des responsabilités dans la dimension socio-religieuse, la dimension administrative, par exemple sécuritaire, etc. Donc j'entends bien ça. Mais je dis qu'il est périlleux de vouloir s'incruster dans la gestion de la gouvernance des confréries. Maintenant, comme nous le disons, il faut considérer le conflit comme des acteurs importants de la consolidation de l'État, comme même des acteurs importants de la consolidation de la République.
Parce que si vous prenez la religion que nous pratiquons majoritairement, il y a plein de valeurs dont l'intériorisation, l'appropriation peut avoir un impact extrêmement positif dans notre société. Je donne juste 2 exemples. La responsabilité de chaque citoyen par rapport à son propre environnement. Pench. Les mots on dit le pench. On est que tu pench, il y a que tu pench, il va falloir ignorer. Mais ça veut dire que chaque citoyen doit s'occuper de son environnement. Quartier, ville, etc. Deuxième élément fondamental qui est dans la religion. La sacralisation du voisinage. Ça, c'est dans la religion. Donc, ce qu'on peut attendre de nos confréries, c'est que ces confréries interpellent les talibés. Parce qu'il y a une chose qu'il ne faut pas se leurrer. Quand la majorité écrasante des Sénégalais, c'est des gens qui font une démarche volontaire allant vers ces confréries, qui acceptent de se soumettre à ces confréries, l'ignorer en politique ou dans les valeurs sociales, c'est se tirer une balle dans le pied. Donc, il faut essayer de voir comment ces confréries peuvent impacter, peuvent interpeller positivement leurs talibés pour que leur comportement puisse impacter globalement la société. Mais c'est la problématique de la laïcité, en fait, la séparation de l'Église et de l'État. Non, pas tout à fait la laïcité. Je prends un autre exemple. Par exemple, aujourd'hui, si un marabout, comme le khalife général de Touba l'a fait de manière remarquable et extraordinaire au dernier Magal, en disant ne touchez pas à la corruption. Mais c'est fantastique. On se bat contre la corruption. Il dit ne touchez pas à la corruption. C'est certain que la voix du calife a infiniment plus d'impact que la voix de Nafi Ngom Keïta, qui est à l'OFNAC. C'est cette dynamique qu'il faut essayer de construire. Sur la question de l'éducation de nos jeunes. Parce que par rapport à la sécurité, à la protection de l'État, tout ça aussi intervient parce que c'est la manière de bien prendre en charge. Parce que qu'est-ce qui explique le djihadisme? C'est beaucoup de gens qui ne sont pas pris en charge dans un cadre qui se font influencés par d'autres groupes. Donc aujourd'hui, je pense que nous avons la chance que nos confrères ont une très forte prégnance sociale. C'est ce qui nous permet quand même de ne pas connaître la situation de certains autres pays. Maintenant, sur l'éducation. Moi, comme vous, je suis sûr, vous avez votre oustas qui vient enseigner le Coran chez vous. Moi, j'ai mon oustas, mon malade son oustas. Ça veut dire quoi? Qui viennent d'écoles différentes. Exactement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une demande sociale. Mais l'État doit être à l'écoute de la demande sociale. Pourquoi n'a-t-on pas dans les écoles publiques l'enseignement du Coran et du catéchisme? Que chacun décide. Si mon mari décide que moi, je veux que mon enfant, en dehors des heures d'école, suive l'école coranique à l'école, qu'on intègre ça, qu'on donne une dimension combinée à cette formation, ça peut être extrêmement intéressant. Les écoles privées catholiques le font déjà. Mais bien entendu, ça peut être très intéressant. Ça ne viole absolument pas la laïcité. Parce qu'il faut qu'on ait une approche positive de la laïcité. Et sortir de l'obscurantisme. Absolument. Absolument. Amadou. Oui. Maître, on va aborder un autre problème qui n'a peut-être rien à voir avec le problème de la religion, mais c'est pour parler des sondages. Au Sénégal, il est interdit de diffuser des sondages politiques de manière générale. Quelle appréciation avez-vous par rapport à cela? Est-ce que cela se justifie dans une démocratie moderne telle que le Sénégal, qui se veut aujourd'hui une démocratie majeure? Disons que les sondages sont encadrés, en fait. Non, c'est même interdit de diffuser. C'est interdit de diffusion. Ouais. Je veux dire, c'est absolument injustifié. C'est absolument injustifié. On doit libéraliser ce système. C'est pas cohérent. Ça procède de la frilosité de l'État à un certain moment. Et puis, en plus, c'est un manque de respect. Parce qu'on a dit, oui, si on laisse les sondages, chacun va faire n'importe quoi. Il faut réglementer. C'est-à-dire, aujourd'hui, on peut parfaitement permettre la publication de sondages en exigeant un certain nombre, en mettant en cahier des charges, en disant que pour qu'un sondage soit publiable, il faut que ça ait été effectué par un institut professionnel dans telle condition. Et faire confiance aux gens. Et je pense que c'est un élément de consolidation de la démocratie. Parce qu'effectivement, vous savez quel intérêt ça représente? Ça va mettre fin un peu à une certaine forme d'escroquerie politique qui se passe. Chacun, parce qu'on a réussi à paraître faire la une d'un ou de deux journaux, on a pu manipuler les gens pour faire interroger une télé ou une radio, on se donne une dimension qu'on n'a pas. C'est très intéressant que des outils scientifiques permettent de peser ce que vaut chaque homme politique sénégalais. Ça met de l'ordre. Parce que même toute cette prolifération des partis politiques, ce qui l'explique, c'est un peu ça. Si maintenant on pouvait faire des sondages, quand on dit, Mama de Marie, vous posez 0,002,
Quand vous parlez, vous parlez moins fort que les autres. Donc je pense que ça peut participer au renforcement de la démocratie. Vous avez dit un mot scientifique. En fait, qui aurait pu traverser toute notre conversation depuis le début. Où en sommes-nous avec une pensée scientifique moderne? Est-ce que le Sénégal est un pays moderne, une société moderne, ou en voie de modernisation, ou est-ce que nous sommes encore dans l'archaïsme et la féodalité? Ah, on n'est pas dans une société moderne. Hein. Nous, si vous regardez dans le deuxième pilier de l'action de l'avenir Sénégal, c'est cette dimension de modernisation de la société. Encore que j'aime pas trop le terme moderne, parce que quand on dit moderne, on évacue tout ce qui est traditionnel. Alors que dans ce qu'on a de traditionnel, il y a des choses très intéressantes. On a des éléments de notre capital social qu'on peut parfaitement utiliser, qui peuvent être des leviers de développement, si on les utilise à bon escient. Donc on ne peut pas trier en le moderne et le traditionnel. Moi je pense qu'il faut juger par rapport à la positivité, au caractère positif des valeurs. Il y a certaines valeurs aujourd'hui qui sont des éléments très dynamiques, qui peuvent être des leviers de développement. Il y a d'autres valeurs qui aujourd'hui sont pas conformes par rapport à certaines avancées exigées par la situation de notre pays dans le monde. Sophie, pour la dernière question. Une toute dernière, Maître. Les documents de votre plateforme, je les ai lus, nulle part je n'ai retrouvé la devise nationale. Et pourtant vous parlez des symboles, du besoin de ramener, donc de promouvoir les symboles. La devise nationale, elle est nulle part. Alors on la retrouve dans l'esprit, mais est-ce que c'est parce que vous pensez la dégager, ou est-ce que c'est parce que c'est une... Fondamentalement, on a une fantastique devise. On a une devise. Mais pourquoi elle est absente alors? Non mais non, elle n'est pas absente, elle est sous-jacente, parce qu'on ne peut pas s'approprier la devise. C'est quoi cette devise-là qui est fantastique? Un peuple, un but, une foi, c'est fantastique. Absolument, oui, c'est ça. Et vous n'avez pas de devise, en tout cas, vous n'avez pas de slogan. Non mais nous, la devise nationale nous suffit. C'est une devise fantastique, si on arrivait à l'appliquer. C'est-à-dire que le problème de notre pays, c'est quoi? Quand on dit un peuple, on n'est pas malheureusement un peuple parce qu'on ne vit pas ensemble, on vit côte à côte. D'ailleurs, on dénonçait récemment là, une dérive qui est en train de se passer là. Les Maures sont allés soutenir le président. Les Lebous sont allés soutenir le président. Les Soninké sont allés soutenir le président. Demain sera les Balantes. Ensuite, c'est les Diola. Il faut arrêter. Il faut arrêter. On est un peuple. Donc c'est ça. Un but, quand on parle d'émergence, il ne faut pas se tromper. Tant qu'on n'arrivera pas à une masse critique tendue vers la même direction, on perd du temps. Hein? Voilà, la foi, c'est croire en notre pays, aimer notre pays. C'est pour ça qu'on s'appelle Sénégal Bignibog. Sénégal Bignibog, c'est le Sénégal que nous voulons et le Sénégal que nous aimons. Mais c'est le Sénégal qu'on a du mal à construire, apparemment. Mais on le construira, Inch'Allah. Si le Sénégal nous fasse confiance, il faut être optimiste. Tout le potentiel est là dans ce pays pour y arriver. Donc c'est sur cette conclusion très optimiste que nous allons clore cette émission. Merci Maître, merci d'avoir répondu à toute invitation. Merci également à Mokhtarba que nous allons tout à l'heure retrouver sur la bande-annonce. Merci aux éditorialistes Amadou Ba de l'AS, Madame Safili du cabinet Nexus et Monsieur Makebe Sarr de la Gazette. Et moi-même, Momar Sénédiaï, éditorialiste à Sénéplus. À la prochaine fois.